Et coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo spéciale puisque au-delà d'un simple bilan lecture, c'est aussi un bilan du challenge Lisons l'Asie donc qui a eu lieu cette année en juin et juillet. Voilà, je vois que je suis un peu en décalage, j'espère que ça ira au niveau de la vidéo. Merci Cindy. Donc comme d'habitude, je suis en live avec les copines. Donc il va y avoir d'abord petit bilan de Lisons l'Asie. Alors ça va pas être très long. Ça va pas être très long. Hein. Et puis après je ferai donc le bilan lecture classique, sachant que j'en avais pas fait depuis début juillet. Et je n'ai lu que 9 livres, oui, ce qui est pour moi un peu plus d'un mois, c'est pas beaucoup. Honnêtement, en général, je tourne à une quinzaine de livres. Mais c'est vrai que voilà, cet été était pas très prolifique au niveau de la lecture, et pour cause, puisque je suis partie en vacances, donc forcément, voilà, j'ai pas beaucoup lu pendant que je visitais un autre pays. On va pas se mentir, c'est un peu logique. Voilà, ah, ça me perturbe d'être en décalage là avec l'image. Bon, on va faire avec. Vous, ça va, vous avez pas de sur le chat, vous n'avez pas de décalage entre le son et l'image? Moi, j'ai un gros décalage là, c'est horrible. Ça me trigger un petit peu. Je pense que, bon, j'espère que c'est pas à cause de l'enregistrement. Non, pas de décalage? Ok. Bon, il n'y a que moi qui ai un décalage, donc je vais devoir faire avec. Tant pis. Ah, un petit décalage chez Karine quand même. Ah, ah il y a un décalage. Bon, au pire, je ferai un montage et je... Ah ouais, c'est vrai? Je pense que c'est OBS, hein, encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes avec OBS. Je me demande si je vais pas songer à prendre autre chose. Tant pis, ça me fera refaire toutes mes scènes, tous mes trucs, mais c'est vrai que OBS, franchement, ça commence à me saouler. Il y a trop de problèmes dessus. Ah ben voilà, ben c'est ça, à l'enregistrement. Bon, écoutez, au pire, voilà, peut-être que vous n'aurez pas le décalage sur YouTube parce que j'aurais fait un montage avant. On va essayer de faire ça, voilà, pour décaler image et son. Bon, allez, sur ce, j'attaque donc le bilan de Lisons l'Asie. Donc, pour rappel, cette année, donc c'était sur juin-juillet. Et donc, le challenge Lisons l'Asie consiste à lire des livres d'auteurs ou d'autrices asiatiques ou d'origine asiatique, ou bien des livres qui se passent, enfin, dont l'action se passe en Asie. Il y avait d'habitude, on met des consignes, etc. Là, il n'y avait pas de consigne particulière, si ce n'est essayer de lire le plus de pays possible. Et donc, il y avait des paliers. Alors, par contre, je ne sais plus les paliers, pardon, mais c'était, en gros, c'était 1, 5, 10, 15. Voilà. Et donc, ben, moi, en l'occurrence, donc sur ces 2 mois, j'ai lu 16 livres. Alors, l'an dernier, j'avais précisé les romans, les machins. Je crois que je n'ai lu que des romans. Peut-être une autobiographie, ouais, voilà. Mais sinon, je n'ai étonnamment pas lu de manga. Et ça, c'est un truc de fou, parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup de mangas, et ne pas lire des mangas pendant Lisons l'Asie... Je regardais les stats de l'an dernier, j'avais lu 18 mangas. J'avais lu 22 romans et 18 mangas. On est... Là, on n'est pas la même, hein. Attendez, 22... Ouais, plus d'autres trucs. Genre, j'avais lu 45 livres en tout. Bon, voilà. Ah, l'an dernier, je suis pas partie en vacances, hein, voilà. C'est là qu'on voit la différence. Merci Karine qui affiche donc les paliers, donc casanier, casanière pour un pays lu, promeneur, promeneuse pour 5 pays, voyageur, voyageuse pour 10 pays, et enfin un globe-trotteur pour 15 pays. Et moi je visais le globe-trotteur, mais malheureusement, bon c'est pas non plus une catastrophe, mais j'ai lu pile poil 10 pays différents, donc voilà, pour moi ce sera voyageuse. Effectivement, j'ai voyagé, mais j'ai pas fait le tour du monde. Voilà, mais déjà c'est bien. Déjà c'est bien. Donc d'ailleurs, je peux vous dire les pays, hein, je crois que je les ai là. Donc j'ai lu donc Afghanistan, Arménie, Chine, Inde, Iran, Japon, Russie, Taïwan, Thaïlande et Vietnam. Voilà, pile poil 10. Il n'y a même pas la Corée du Sud. Bouh, bouh, moi, en vrai, j'avais 2 livres entamés, un manois et un
roman, enfin c'est plutôt une biographie en fait, mais j'ai pas eu le temps de les terminer, donc voilà. J'ai pas validé la Corée du Sud, c'est un comble. Bisous Cindy, bisous bisous. T'es où, mince, tu t'en vas, je veux savoir où t'es moi. Alors Arménie, bah je vais en parler justement de l'Arménie. Je pense que je suis la première surprise. Bon, alors, justement, allons-y pour ma pire lecture. Ma pire lecture, je vais vous en parler en détail dans la partie bilan lecture, je pense. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails là, puisque c'est une lecture que j'ai faite, justement, alors c'était en livre audio, quand j'étais en vacances. Voilà, quand j'étais en Sardaigne, j'ai écouté un livre audio et malheureusement, ça l'a pas fait du tout. Et je suis la première surprise parce que c'est une autrice qu'on m'avait beaucoup conseillé. Voilà, mais bon, voilà, je maintiens pas trop le suspense. Il s'agit de Le pays sans adultes de Ondine Khayat, je sais pas, je suis pas trop sûre de la prononciation. Donc qui est à moitié, donc c'est là l'Arménie, à moitié arménienne et à moitié iranienne. Voilà. J'entrerai dans les détails. Non, franchement, ça l'a pas fait du tout avec ce livre. Je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai peur que ce soit, enfin, j'ai vraiment un problème avec le style de l'autrice et du coup j'ai peur que les autres livres ce soit la même chose, mais voilà, vous me direz éventuellement. Coucou Nelly, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, ça a été mon flop, ça a été vraiment dans l'ensemble, honnêtement, dans l'ensemble, j'ai pas fait d'immenses, enfin de super bonnes lectures. Je trouve quand je regardais un petit peu la liste de mes lectures, je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue du cru de cette année par rapport à l'année dernière où vraiment j'avais eu d'excellentes lectures. Là, honnêtement, j'ai eu des très bonnes lectures, mais je sais pas. Il n'y a pas... Même mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur quand même, mais ça... J'ai lu mieux. L'an dernier, j'ai eu... C'était encore mieux, je sais pas. Bref, voilà. Donc, je passe justement à mon top 3. Et pour vous dire, j'ai eu du mal à faire un top. Alors, le 1 s'imposait. Vraiment, ma meilleure lecture pour moi, c'était évident. Mais après, j'étais en mode, ouais, en fait, c'est pas non plus des coups de cœur de ouf, quoi. Ah oui, c'est vrai, Karine, toi, t'as lu La maison dans laquelle pour l'Arménie que j'ai dans ma palle et qui me fait très peur. Et du coup, t'avais aimé ou pas au final? T'avais un petit peu de mal à savoir avec qui t'étais et tout. Ok, d'accord. Ah oui, en audio, c'était pas adapté. Ah merde, putain, moi qui aurais pu choisir l'audio pour la facilité, visiblement, c'est pas le bon truc. Donc, troisième meilleure lecture pour cette année dans Lisons l'Asie. Il s'agit de La perle et la coquille de Nadia Hachimi et je vais également vous en parler dans mon bilan lecture puisque je lis, alors je l'ai aussi, c'est marrant, hein, mais je l'ai aussi écouté en audio, mais comme quoi, hein, voilà, 2 livres audio, un flop, un top. Celui-là, je l'avais écouté juste avant de partir en vacances, justement, et ça a été... c'est fou parce qu'il n'était pas prévu. La perle et la coquille. Et Le pays sans adultes, en fait, les deux, c'est marrant, les deux n'étaient pas prévus, voilà, donc décidément, 2 imprévus, 2 audios et l'opposé, quoi. Deux pays du Moyen-Orient, mais l'opposé. Encore que Le pays sans adultes, je crois que ça se passe en France, hein, en vrai, voilà. Ouais, La perle et la coquille, franchement, pour le coup, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé sur Audible, parce qu'en fait, il se trouve, pour vous resituer le contexte, qu'à la base, je voulais écouter en audio Les sirènes de Bagdad, de Yasmina Khadra. Et en fait, il n'était pas disponible en audio. J'ai halluciné parce que, comme c'est un peu une trilogie, Les hirondelles de Kaboul, l'attentat et Les sirènes de Bagdad, même si c'est des pays différents et des situations différentes, c'est une trilogie parce que on est un peu sur les thématiques de géopolitique en fait, voilà. Et du coup, ouais, je me suis dit, comme les 2 premiers existent en audio, il va y avoir le 3e, sauf que non.
Et du coup, j'étais en mode merde, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écoute? Comment ça se passe? Et puis du coup, j'ai plus l'Irak. J'avais plus l'Irak. C'était voilà, je voulais valider l'Irak et j'étais là merde. Il faut que je trouve un truc pour remplacer un pays que j'ai pas voilà que j'ai pas lu, que j'ai pas prévu, tout ça. Et du coup, bah, en fouinant un peu sur Audible et tout ça, j'ai trouvé donc La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Et je me suis dit ah mais oui, c'est vrai. Nadia Hachimi, j'avais adoré. C'était quoi? Et Si la lune éclaire nos pas. J'avais vraiment adoré. Et du coup, je me suis dit, bon, tout le monde n'en a dit que du bien de celui-là. Je vais écouter celui-là. Et c'est vrai que ça a été une excellente lecture. Voilà, donc je vous en parlerai juste après. Ensuite, le top 2, ça a été Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim. Une superbe fantaisie asiatique. Vraiment, je me suis régalée dans ce livre. Vraiment, je me suis régalée. C'était... bah ouais... c'était épique. Voilà, c'était épique. C'était beau. Il y avait une magnifique romance dedans. C'était féministe. Voilà, c'est vraiment... Donc pour rappel, hein, puisque du coup celui-là je vais pas vous en parler puisque j'en ai déjà parlé, pour rappel c'est donc on est dans un empire, l'empereur a 7 enfants, 6 garçons et une fille qui est la Benjamine, qui doit se marier, sauf qu'elle n'a pas du tout envie de se marier. Et en fait cette fille, donc elle s'appelle Shiori, elle a des pouvoirs magiques, sauf que la magie est proscrite du royaume, enfin de l'empire plutôt. C'est un royaume ou un empire? Je sais plus. On va dire que c'est un empire, parce qu'en général, dans les trucs asiatiques, c'est plutôt empire. Et en fait, un jour, elle va surprendre sa belle-mère, parce que son père s'est remarié avec une femme avec qui les enfants s'entendent très bien d'ailleurs. Hein. Et elle va surprendre sa belle-mère en train de faire des espèces d'incantations cheloues et tout ça. Et donc, elle comprend que sa belle-mère est un démon, et parce qu'il y a, oui, il y a des démons dans cette histoire, et bon, évidemment, c'est pas très bien, c'est des méchants, les démons. Et donc, elle va vouloir, parce qu'elle est tellement en panique, elle va vouloir la dénoncer, sauf que la belle-mère va lui lancer une malédiction, elle va transformer tous ses frères en grues, l'oiseau, et elle va l'empêcher de parler. En fait, elle va lui dire, si jamais tu prononce un mot, pour chaque mot que tu prononceras, l'un de tes frères mourra. Donc ni elle ni ses frères ne sont en capacité de dire quoi que ce soit. Et du coup, elle va se retrouver bannie voilà, je ne rentre pas dans les détails, de l'Empire. Et en fait, elle va devoir se démerder par elle-même et pour trouver comment briser la malédiction. C'était vachement bien. Voilà. C'était vraiment... c'était vraiment ouais, c'était épique. Voilà, j'ai adoré le personnage de Shiori qui se laisse, qui est pas conne, qui est assez débrouillarde, qui est pas naïve comme on pourrait le penser d'une jeune héroïne comme ça, qui est pas non plus, mais qui est pas non plus à l'inverse toute puissante et tout ça. Non, pas du tout. Elle est complètement novice. Elle va devoir se démerder par elle-même. Elle va se faire embaucher comme servante, etc. C'était un super personnage. Et puis, il y a pas mal de rebondissements. Il y a même un côté un petit peu... À un moment, il y a un côté un peu enquête parce qu'il va y avoir un meurtre, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de rebondissements dans cette histoire. C'est génial, vraiment, pour un seul tome, en plus, un one-shot. J'ai vraiment adoré, voilà. Et la romance est très, très belle aussi. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, le top 1, eh bien, c'est évidemment Like a Love Story d'Abdi Nazemian, qui est un auteur iranien. Voilà, donc ça se passe en Amérique, hein, c'est des jeunes ados qui sont confrontés en fait à la réalité du sida. Donc il y en a deux qui sont gays. L'un qui a fait son coming out, qui est ouvertement gay, et qui est, donc lui c'est le blond, hein, et qui est issu d'une famille de bourgeois, quoi, donc du coup, voilà, qui n'est pas très accepté par sa famille, mais en même temps, il s'en fout, enfin voilà, et qui est surtout un activiste, puisqu'on va beaucoup parler de ACT UP,
voilà, donc qui était cette fameuse association militante donc pour aider déjà pour la libération un peu voilà des personnes LGBT+, et aussi évidemment pour lutter contre la discrimination, non seulement des personnes LGBT+, mais aussi des personnes atteintes du sida, puisque évidemment il y avait énormément de rejet envers ces personnes, et surtout il y avait quasiment pas de recherche qui était faite pour soigner les gens du sida, parce que tout simplement on s'en foutait, ça touchait finalement, j'allais dire que les gays et les noirs, quoi, voilà, donc évidemment la population n'a rien à battre, on appelait ça le cancer gay d'ailleurs. Donc ça va beaucoup parler de ça. Le deuxième personnage, c'est un personnage d'origine iranienne qui, lui, il se découvre qu'il est gay, mais du coup est dans le placard, il est complètement refoulé, quoi. Et enfin, la troisième, l'adolescente, le troisième personnage, c'est une adolescente dont l'oncle a le sida. Voilà. Et du coup, on va suivre ces trois personnages qui évoluent ensemble, et c'était très beau, c'était très touchant. C'était pas comment dire, c'était pas putassier, ça ne sombrait pas dans le pathos pour rien, c'était pas de de la violence gratuite, vous voyez ce que je veux dire, voilà, des trucs gratos pour faire pleurer dans les chaumières, et non, 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 vraiment, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de choses très positives dedans, justement, c'est ça qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, et voilà, c'était mon coup de cœur de cette année, voilà, pour le challenge Lisons l'Asie. Voilà, en espérant, coucou Prissy, bisous Michel, en espérant que vous ayez fait de bonnes lectures de votre côté pendant ce challenge. Voilà, pour moi ça n'a pas été mon meilleur Lisons l'Asie, mais bon, c'est pas grave, ça ira peut-être mieux l'année prochaine, est-ce qu'il faut se dire. Donc voilà pour ce bilan de Lisons l'Asie, et puis on va passer immédiatement donc au bilan lecture. Voilà. Donc, alors, pardon, le gazeux, c'est... Donc, on va commencer comme d'habitude. Donc, j'ai lu 9 livres hein, depuis la dernière fois. On va aller du pire au meilleur. On va commencer par les moins bonnes lectures pour finir sur les meilleures. À toi, Monica, 17 livres seulement. Comment se fait-ce? Bon, c'est parce que tu as lu d'autres choses en dehors de Lisons l'Asie, parce que je me souviens de ton rythme, Monica. 17 livres, 16 pays. Ah ouais, par contre, toi, t'as vraiment été éclectique, quoi. C'est bien. 13 auteurs asiatiques, 4 auteurs non asiatiques. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails là-dessus, mais honnêtement, je crois que la seule... D'ailleurs, je vais en parler là. La seule qui n'était pas asiatique, moi, j'en ai eu qu'une seule, je crois, qui n'était pas asiatique. C'était Fiona Barton. Voilà, c'est les livres qui se passaient en Thaïlande. Parce que sinon, je crois que je n'ai lu que des auteurs et autrices asiatiques, il me semble. Hein. Ouais, je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Donc allez, bah écoutez, j'attaque avec la moins bonne lecture de ces derniers temps. Et depuis longtemps d'ailleurs, parce que c'est vrai que, voilà, pour le coup, là, c'était vraiment un gros flop. Arménie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Indonésie, Irak, Israël, Japon, Liban, Malaisie, Mongolie. Ah ouais, putain. Ah, Moyen-Orient, région non précisée. D'accord. Pakistan, Syrie, Vietnam, Yémen. Ok, ma purée. Toi aussi, Karine, 15 pays d'auteurs asiatiques, mais beaucoup plus de livres. Ok. Ben, bravo les filles. Et donc, je le disais juste avant, hein, ma pire lecture, là, ça a été Le pays sans adultes d'Ondine Kayat. Et oui, pourtant, une autrice qu'on m'avait grandement conseillée. Alors, à la base, j'avais pas prévu de lire celui-là. J'avais prévu de lire soit... J'ai oublié le titre. Ils étaient... Un livre écolo. J'ai oublié le titre. Soit Le Prince Charmant est infidèle, parce que je m'étais dit, ouais, une petite chiclite, ça peut être rigolo aussi. Et au final, je suis partie là-dessus parce que, bah, pareil, je savais plus quoi lire. J'étais à court de livres audio,
asiatique. Et donc, j'étais pareil, je suis allée fouiner sur Audible. Et coucou Adeline, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Et donc voilà, le seul de Ondine Kayat qu'il y avait, c'était Le pays sans adultes. Et je me suis dit, bon, allons-y, pourquoi pas. Je savais même pas de quoi ça parlait, en plus, je me suis lancée vraiment en mode, allez. Et donc, dans ce livre, on va suivre Slimane. Slimane, dont la mère, malheureusement, est battue par son père, enfin par son mari, du coup, par le père de Slimane. Et Slimane, il a un grand frère qui s'appelle Maxence. Et tous les deux, en fait, sont très, très soudés contre... contre leurs parents, j'allais dire, oui, en fait, ils sont dans leur bulle parce que, voilà, ils ont un père qui est très violent. Alors, des fois, il est violent avec eux aussi, hein. Et donc, c'est très, très difficile pour eux de vivre comme ça. Et ils essayent de se trouver des échappatoires et tout. Voilà. Ça a commencé comme ça. J'avais, honnêtement, dès le début, j'ai eu du mal avec le style de l'autrice. Vraiment. C'était trop grandiloquent, trop dans l'emphase, trop... Ah, ça m'énerve ce genre de style, j'ai du mal. C'était vraiment... Et en même temps, c'était pas dans le sens... Je dis pas ça dans le sens pompeux, comme certains auteurs contemporains et tout ça. Non, elle, c'était plus... comme si elle avait envie de faire un truc super poétique, en fait. Mais sauf que ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Enfin, pour moi, en tout cas, vraiment, ça le faisait pas du tout. Ah, c'est les pubs. Je sais pas, c'était vraiment... Elle enchaînait les formules toutes faites, les trucs très... ouais, une espèce de licence poétique, mais trop abusée, quoi. Et ça me saoulait, déjà voilà. Déjà, j'avais déjà du mal avec le style. Là, bon, allez, c'est pas grave, on va dire. On est un peu dans la tête de Slimane, donc voilà. Mais Slimane, il a 11 ans. Et Slimane, alors ça, c'est le truc qui peut me saouler aussi, c'est que Slimane, il parle comme un adulte, quoi. Voilà, alors, j'aime bien, ça s'appelle Le pays sans adultes, mais... Il parle comme un adulte, et en même temps, on dirait qu'on aurait dit qu'elle essayait vraiment de rappeler sans arrêt que c'était un gosse. Et donc, il parle comme un adulte, mais il fait des trucs de gamin. Et du coup, mais ça va pas ensemble, en fait. C'est trop bizarre. C'est comme si, en fait, j'avais pas l'impression d'être avec un gosse de 11 ans, j'avais l'impression d'être avec un adulte attardé, en fait. Pardon, hein, mais ça donnait vraiment cette impression-là. C'était très bizarre. Ça faisait pas réaliste, en fait. Voilà, vraiment, ces personnages n'étaient pas réalistes. La façon de parler de Slimane. Oh, et les échanges qu'il avait avec leur frère et tout ça pour que ça soit trop poétique et tout. Enfin bon, bref, ça m'a vite saoulée. Et puis, pendant toute la première partie, je trouve que ça tourne un petit peu en rond parce qu'on est vraiment dans... voilà, juste à suivre Slimane et son frère qui essayent voilà, de gérer comme ils peuvent la violence de leur père. Et puis, après, donc, il va se passer un drame. Et on va suivre Slimane dans un hôpital. On va dire ça, voilà, il est hospitalisé, je ne vais pas dire pourquoi. Et donc, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui a des problèmes. Et en fait, voilà, toute la deuxième partie, ça va être ça. En fait, la jeune fille, elle va remplacer, en gros, le frère. On va surtout voir la jeune fille. Et c'est pareil, voilà, ça va être un peu la même. Et en fait, finalement, pendant tout le long du livre, c'est les adultes sont mauvais, voilà, et nous, les enfants, on doit lutter contre les adultes. Et en gros, c'est que ça tout le temps. Avec des trucs ultra très grandiloquents, machin, avec genre, vous imaginez, je sais pas moi, genre il fait un dessin et ce nuage avec cette pluie d'étoiles, ça représente l'étoile qu'il y a dans ton cœur. Enfin, je sais pas, mais voilà, c'est que des trucs comme ça. Et toi, t'es là, oh là là, mais la lourdeur, c'est bon, on a compris quoi. Pouh, qu'est-ce que c'était lourd ce livre! Et puis en plus, alors le truc qui m'a énervé aussi, c'est putain, mais qu'est-ce que c'est à charge des femmes battues? Mais la mère, qui est quand même la plus grosse victime dans l'histoire, pardonnez-moi, mais c'est genre sa faute.
Voilà, c'est genre sa faute. Si elle est battue, bah elle a qu'à le quitter. Ah bah oui, bah bien sûr, évidemment, parce que ça se passe toujours comme ça, hein, c'est facile. Mais, mais à quelle heure, quoi? Et donc, du coup, pour les gosses, en fait, elle est aussi coupable que le père, parce que c'est à cause d'elle que eux ils subissent aussi la violence du père. Mais ça se passe pas comme ça en fait, surtout que la mère, bah, elle fait ce qu'elle peut en fait pour, enfin, tu vois qu'elle a, justement, on voit qu'elle a de l'amour pour ses enfants et tout ça machin, et qu'elle essaye de faire ce qu'elle peut pour les protéger, mais qu'elle peut pas. Et tout ce qu'on a comme résultat, c'est, bah, elle est aussi coupable que lui. Mais quoi? Mais à quelle heure? Arrêtez, putain, et ça me gave parce que c'est une autrice qui est censée être féministe. Mais je n'ai vu aucun féminisme là-dedans, vraiment aucun. Et voilà, je suis extrêmement déçue de ce livre, du style de l'autrice. Je vous avoue que je vais avoir du mal à retourner vers elle, alors qu'on me l'a beaucoup conseillé. Donc je sais pas, là, si dans le chat, il y en a qui l'ont lu, qui peuvent me dire s'ils ont aimé un livre d'elle. Mais je vous avoue que là, franchement, le style trop, là, oh là là, puis c'était... Puis en même temps, c'est... Enfin, ça se voulait... C'est chiant parce que ça se voulait ultra dramatique. Donc ce qui m'énerve d'ailleurs... Coucou Stéphane, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Donc ça se voulait ultra dramatique, mais d'ailleurs c'est le genre de truc, je vous le dis souvent, hein, moi je déteste quand ça rajoute du pathos pour faire pleurer dans les chaumières, ça me saoule. Et en même temps c'était très cucu quoi. C'était hyper cucu, c'était vraiment, oh là là, oui, les étoiles, les petits nuages, les arcs-en-ciel, cucu, les petits oiseaux. Putain. C'était tout rien, quoi. C'était vraiment... ouais, où c'est d'un coup la violence ultime, et puis après, cucu, les petits oiseaux. Et toi, t'es là, mais putain, mais... soit, je sais pas, soit modéré, enfin, soit fait... Bref, voilà. Ouais, ah oui, c'est cool si t'es sur Annecy, c'est bien. Moi, d'excellentes vacances, oui, je te remercie. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis en train d'enregistrer sur YouTube, mais oui, c'était très bien. Toi, t'avais... Ouais, je sais que le parfum de l'exil, il y en a plein qui le citent. Ouais, le parfum de l'exil, apparemment, il est bien. Alors peut-être que... Mais je crois que je l'ai pas, celui-là. Mais ouais, je sais pas. Mais est-ce que... Ben, tiens, Adeline, du coup, est-ce que le style est comme ça dans le parfum de l'exil aussi? Est-ce que c'est très grandiloquent comme ça, là, à en faire des caisses? Ou est-ce qu'elle est un peu plus humble? Bref, donc voilà. Ouais, franchement, ça a été... Vraiment, j'ai souvent été à deux doigts d'abandonner. Je me suis dit, bon, tu l'écoutes en audio, c'est bon, tu peux aller jusqu'au bout. Parce qu'en même temps, j'avais envie d'en parler. J'avais envie vraiment de savoir, voilà, de voir jusqu'où elle allait aller et quelle allait être la morale de l'histoire. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est les adultes, c'est des méchants, les enfants, c'est des gentils, et point barre, quoi. Il n'y a pas de... ça va pas plus loin. Il y a pas de réflexion profonde dans ce livre. Il n'y a aucune réflexion. C'est vraiment, c'est vraiment, oui, voilà. Nous, on est gentils et les autres sont des méchants. Et voilà, c'est pas très très bien, c'est pas très très bien d'être méchant et c'est bien d'être gentil. Ouh, super. Voilà. Ah d'accord, ok. Ouais, bah alors du coup, ça va pas le faire, Adeline, hein, parce que voilà, parce que c'était ça. Ouais, poétique, mais c'est ça en fait, ça se veut poétique, mais moi ça le fait pas avec moi. Enfin, là, de cette façon, ça l'a pas du tout fait. Vraiment, j'ai pas pu. C'était trop à chaque phrase. Oh là là. Après, oui, je sais que, voilà, je sais qu'il y a des auteurs dont c'est le style, et il y en a pour qui ça peut matcher avec moi, mais là, c'était poétique, mais tout en étant cucu, en fait. Voilà, je supporte pas ça. Bref. Ah d'accord, Stéphane, ben dis-nous, tiens, lesquels étaient bof et lesquels étaient bons. Donc voilà, pas m'étendre encore 15 ans, mais... Bref, ensuite, alors là, ça n'a pas été une catastrophe de lecture, mais on va dire que c'était pas... c'était pas Pumpel Up, quoi. Les 21 du Porthos de Antoine Lee. Donc j'avais reçu en service presse de la part des ateliers du Cahier. Voilà, alors c'est marrant parce que du coup les deux derniers SP là qui m'ont envoyé en même temps, il y en a un, c'était un gros coup de cœur, hein, je rappelle, le cycle d'Imjin.
Et celui-là, c'est un mais M-E-H, vous voyez, voilà. Je sais pas, c'est pas bof, c'est genre, je vais avoir du mal à le chroniquer en fait. Il faut que je fasse ma chronique en plus. Je vais avoir du mal à le chroniquer parce que en gros, ouais, c'est clair, Adeline. Alors, deux bofs, Empereur Blanc. Ah oui, c'est vrai, j'entendais Sabine qui disait ça. Et Celle qui brûle de Paula Hawkins. Ok, je l'ai pas lu, Celle qui brûle. En même temps, c'est un peu du thriller domestique, donc j'imaginais pas que ce soit un coup de cœur pour toi. Donc les 21 du Porthos, en fait dans ce livre, Antoine Lie, alors c'est une biographie, Antoine Lie raconte tout simplement la vie de son père, qui était coréen et qui est arrivé en France dans un bateau qui s'appelle le Porthos. Ils étaient 21, d'où le titre, 21 venus de Corée, donc en 1920, c'est ça, donc il y a un siècle. Et donc il raconte un peu, alors pas seulement la vie de son père, parce qu'il parle aussi d'autres personnes autour de son père, donc d'autres Coréens, voilà, pas seulement du Porthos, bref. Et donc il va raconter un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi il est venu en France, l'accueil qu'il a reçu, etc. En plus il y a eu la guerre, enfin voilà, il raconte un peu tout ça. De bon, un roman de Nicolas Lebel, Sans pitié ni remords, et surtout Père et fils de Larry Brown. Ah oui, Larry Brown, je sais que t'aimes bien, toi. Est-ce que j'avais lu, moi, Larry Brown? Je crois pas. Pas que j'ai lu. Alors, c'était intéressant. C'était intéressant, mais c'était un peu lourd, en fait, dans la forme. Voilà, parce que c'est très, très, très formel, factuel. En gros, il va vraiment raconter avec en commentant des photos, des extraits de textes, de carnets que son père a pu tenir, etc. Voilà, il va raconter comme ça. C'est très, très... voilà, c'est pas du tout romancé, c'est pas du tout... C'est hyper factuel. Donc autant, oui, c'était intéressant un peu de voir comme ça voilà, l'évolution de cet homme, autant... Voilà, c'était un peu lourd, on va pas se mentir, c'est pas la lecture que tu fais pour te détendre, quoi. Hein, vraiment, alors j'avais lu ça quand j'étais en prenant les transports. Alors celui-là, du coup, c'est celui que j'avais pas terminé pour Lison Lazie, donc celui-là, je l'ai pas inclus dans Lison Lazie parce que je l'avais pas terminé. Je l'ai terminé en revenant de vacances. Mais ouais, voilà, c'était intéressant, mais c'était un peu lourd. C'était un peu lourd et... surtout que ça digresse pas mal en fait. J'aurais aimé, mais je comprends parce que bon, je pense que l'auteur n'est pas un écrivain, c'est peut-être un biographe, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas son métier quoi. Il a vraiment, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment reconstituer un peu comme ça des bribes de la vie de son père et essayer d'en faire quelque chose de plutôt linéaire finalement, encore que c'est pas tant linéaire que ça, mais le problème, c'est que ouais, il digresse beaucoup, voilà, il part sur d'autres personnes, etc. Puis ça revient, et puis il explique des trucs. Des fois, t'étais là, ouais, bon, d'accord, mais je m'en fous un peu de la vie de Micheline Dupont, qui... Enfin, voilà, c'était... c'était particulier. Mais bon, voilà, j'ai appris des trucs, j'ai quand même appris des trucs, c'est pas complètement négatif, c'est pas négatif d'ailleurs, pas négatif, c'est pour ça que je dis mais parce que c'était pas une lecture détente, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, de l'autre côté de l'eau, d'Elisabeth Acevedo, qui a été un cadeau de la part de la copine Laurence, que j'avais commencé à lire avec vous en Read With Me et que finalement j'ai pas eu le temps de terminer avant de partir en vacances, donc j'ai terminé en revenant de vacances, pareil. Et ça a été une petite déception. Ça a été une petite déception parce que je sais pas, peut-être que j'attendais un truc un peu, peut-être un peu thriller domestique, je sais pas, young adulte hein, bien sûr, mais en fait c'est un roman plutôt social, mais je sais pas, même sans le côté thriller ou quoi, même en tant que roman social, je trouve que ça manquait un petit peu de profondeur. C'est marrant
le jeu de mots avec le titre, mais bon, surtout qu'on parle du crash d'un avion qui s'est abîmé en mer en fait, donc oui, ça manquait de profondeur. Mais ouais, je sais pas. Alors déjà, bon, le style d'écriture, franchement, j'ai eu un peu de mal. C'est écrit en vers, mais en... Enfin non, pas en vers, enfin en vers qui rime pas. Je sais pas comment on dit ça. C'est pas de la prose non plus, c'est... Je sais pas. Bref, c'est très spécial. C'est très spécial la façon dont c'est écrit. Alors on s'y fait hein, au bout d'un moment, mais je trouve que le problème c'est que ben ça rend le truc trop léger en fait. Ça rend le truc trop léger. Alors c'est les deux jeunes filles qui racontent, donc en fait on va suivre deux jeunes filles, une, alors c'est Camino, ouais, Camino qui est en République dominicaine, et Yahaira, toujours difficile à prononcer son prénom, qui, ouais, vers Libra, peut-être c'est ça, Karine, qui est, elle, aux États-Unis, mais qui est d'origine dominicaine aussi. Et en fait, il va y avoir un crash d'un avion qui partait de New York pour atterrir, enfin, pour aller vers la République dominicaine. Et il se trouve que ces deux adolescentes ont toutes les deux perdu quelqu'un dans le crash de cet avion et ça va les rapprocher d'une façon ou d'une autre, et donc on le saura un peu plus tard. Hein. Et donc on va suivre la vie comme ça, en alternance de ces deux jeunes filles. Donc bon voilà, et c'était intéressant parce que oui, bon, voilà, ça parle beaucoup de la République dominicaine. Moi je ne connais pas du tout ce pays, donc ça m'intéressait aussi d'en apprendre un peu plus là-dessus, sur les coutumes, etc. Voilà, c'était sympa. Il y a une dimension familiale, voilà. On est vraiment sur un roman sur la famille. Et une dimension un petit peu sociale aussi. C'était intéressant, mais je trouve que ça manquait beaucoup d'enjeux, en fait. Parce que même le twist, bon, bah tu t'y attends, évidemment, tu t'y attends au twist, et puis après tu te dis, bon, ok, ça va changer les choses, c'est cool, mais en fait, non, ça change pas grand-chose au final. Et voilà, franchement, pareil, sans plus, je suis déçue, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux sur celui-ci, et voilà, mais c'est comme ça, hein. Il était dans ma wishlist, il me faisait très envie. Bon, je lirai quand même les autres livres, mais le truc c'est que je crois, tous ces livres sont traduits par Clémentine Beauvais, et je me demande si tous ces livres ne sont pas écrits de la même manière. Faudra que je vois. J'en ai un ou deux autres, je crois, d'elle, mais faudra que je regarde, mais voilà, je sais pas. Je sais pas, mais c'est con parce que j'étais intéressée par le fait, voilà, par la République dominicaine. Ça me changeait un peu d'avoir un autre pays à découvrir, mais bon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, Trois sœurs de Laura Poggioli. Là, on rentre dans les trucs un peu mieux. Beaucoup mieux, même, en vrai. Alors, je vous avoue que j'ai eu du mal un peu à faire un classement, là, pour les 3-4, là, en comptant celui-ci, qui suivent. Parce que je savais pas trop, voilà, comment les classer. Donc dans cette histoire, alors c'est Laura Poggioli, l'autrice, qui va raconter un fait divers, si on veut, une affaire criminelle, voilà, on va plutôt appeler ça comme ça, je préfère, une affaire criminelle qui a eu lieu en Russie. Ce sont trois sœurs qui ont tué leur père. Parce que ce père les battait, tout simplement. Il les battait, il les violait, bon voilà. Elles ont fini par le tuer. Alors je sais plus si c'est prémédité ou pas. Non, je crois pas que ce soit prémédité. Hein. Mais le truc, c'est que cette histoire a eu un effet retentissant en Russie parce que il faut savoir qu'en Russie, les violences conjugales sont pas très réprimées. Voilà. En gros, c'est normal de battre sa femme parce que c'est comme ça, c'est le patriarche qui a tous les droits, quoi. Hein, en gros, on va pas se mentir. Mais malgré tout, voilà, il y a eu quand même, ça a été assez retentissant parce qu'évidemment, il y a eu tous les partisans du fait de dire qu'elles sont horribles, que c'est des criminels, elles ont tué un pauvre homme, un brave homme et tout ça, machin. Et puis, il y a tous les gens qui ont dit, non, elles se sont défendues, ils méritaient, et voilà, c'était de la légitime défense, bref.
Et donc, l'autrice va raconter un petit peu les tenants et aboutissants de tout ça. Et en fait, elle va vraiment y venir progressivement. Elle va d'abord raconter un peu la vie donc, de ses 3 sœurs, de leur mère, de leur père, etc. Voilà, et donc, petit à petit. Et coucou Domiti! Comment ça va depuis le temps? J'espère que tu vas bien. Et en fait, l'autrice va entrecouper ce récit de, voilà, c'est ça l'originalité de truc, de récit de sa propre vie. Parce qu'il se trouve que Laura Poggioli a vécu en Russie, c'est pour ça qu'elle a eu envie de raconter cette histoire. Elle a vécu en Russie, elle connaît bien la Russie, et donc elle va raconter des anecdotes à elle sur sa propre vie qui vont venir un petit peu finalement illustrer, corroborer, je sais pas comment dire, voilà, appuyer un peu tout ce qu'elle raconte sur les 3 sœurs. Et ça, j'ai trouvé que finalement, c'était pas... Au début, j'avais du mal, j'étais là, mais arrête de raconter ta life, moi je veux savoir, voilà. Et en fait, au final, je me dis, bah non, c'est pas si con que ça, c'était intéressant cette façon de faire. Voilà, Mais d'un autre côté, il y avait un truc qui me gênait aussi, c'est que j'avais l'impression qu'elle leur volait la vedette, entre guillemets, que genre c'était un peu limite. Enfin, imaginez-vous, genre vous êtes battu par votre mari et tout ça, et puis t'as la meuf qui dit ah oui mais je comprends, je te comprends parce que moi mon copain il m'a quitté parce que j'avais pas les mêmes goûts que lui quoi. Toi t'es là mais t'en rajoutes pas un peu là, t'as pas l'impression que c'est quand même des situations un peu différentes. Et bon, après, alors c'est vrai que bon, à sa décharge, elle a eu quand même, elle raconte une relation toxique qu'elle a eue. Ok, c'est vrai que voilà, c'est pas parce qu'elle a pas été battue que c'était pas toxique et que c'était pas non plus horrible. Mais par contre, bon, ça oui, mais il y avait d'autres trucs, il y avait d'autres anecdotes qu'elle racontait où j'étais là, ouais, bon, d'accord, mais c'est pas trop comparable non plus. Mais voilà, mais c'était intéressant, on en apprenait un peu sur la Russie, etc. Voilà, bon, c'était très court, honnêtement, voilà, ça passe vite. Hmm. Ok, ok. C'est vrai qu'il y a Sèvres en même temps aussi. Et donc voilà, c'est très sympa, mais pas un coup de cœur. J'aurais aimé pareil, j'aurais aimé que ça soit un peu plus approfondi en vrai. Je trouve qu'elle est restée un petit peu trop en surface. Voilà. Mais il y a des messages qui sont intéressants et vraiment tout le côté patriarcat russe, vraiment, elle le raconte très bien. Et voilà, c'est très très... D'ailleurs, il y a un proverbe qu'elle dit toujours sur le fait, sur les femmes battues, mais je me rappelle plus. C'était un truc horrible. Du genre où c'est nécessaire de battre sa femme, mais je sais plus. Alors c'est pas le truc... C'est pas le truc à la con là, si toi tu sais pas pourquoi tu la bats, elle le sait. Non, ça c'est... mais c'était un truc pas très loin de ça en fait. Pas très loin de ça. Bref. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc j'ai lu 10 jours dans un asile de Nelly Bly. Alors voilà, on est encore dans un genre de true crime entre guillemets, sauf que là c'est pas une affaire criminelle, c'est plutôt c'est une journaliste en fait qui s'est immergée dans un asile. Elle s'est fait passer pour folle pour intégrer un asile. Donc on est en 1886, je crois, à la fin du 19e siècle. Et du coup, elle va relater dans un article ensuite tout ce qu'elle a vécu là-bas et surtout tout ce que c'est comment on dit, les autres patientes. C'est pas ses colocataires, bref. Tout ce que les patientes ont subi dans cet asile. Et au final, voilà, ça va faire grand bruit. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle, à Nelly Bly, que les asiles, les hôpitaux psychiatriques vont être réformés. En fait, on va vraiment beaucoup plus faire attention au bien-être des patients, voilà, et des patientes. Parce que là, il s'agit surtout de femmes, hein, parce qu'évidemment, voilà, qui c'est qui est enfermé pour hystérie, hein, ce sont les femmes. Et c'était extrêmement intéressant. Alors honnêtement,
J'avoue que je m'attendais pas à ça. En fait, je sais pas comment dire. Le défaut du livre, enfin le défaut, est-ce que je vais arriver à m'exprimer? Je trouve que c'était très expédié. Ouais, ouais, non mais franchement, on voit qu'elle était hyper douée, Nelly Bly, parce que euh, voilà, il y a deux autres petits récits après où pareil, elle s'immerge ailleurs, etc. C'était intéressant. Ok Monica, bisous bisous, merci à toi, merci d'avoir participé en tout cas. Des bisous. D'accord, ok, donc il y a une super BD sur Nelly Bly. J'ai trouvé que c'était un peu vite expédié en fait. C'est vraiment genre, bon, elle y va, elle raconte ce qui se passe, ensuite elle ressort et voilà, fait son article et hop, ça marche. Déjà, j'étais là, mais comment ça se fait que ça ait marché aussi bien alors qu'en fait, c'est juste son témoignage à elle. Une femme, en plus, la parole d'une femme, ça m'a paru très. J'étais assez étonnée. Coucou Jenny, comment ça va depuis le temps? J'espère que tu vas bien. Et ouais, c'était juste ça qui était un petit peu dommage, c'est qu'on n'avait pas plus d'explications que ça par rapport à ça. Bon, passer ce petit bémol, en dehors de ça, ça a été vraiment très instructif. Alors évidemment, on comprend vite que les femmes qui sont internées, la plupart sont pas du tout folles, hein, elles sont juste, on a considéré qu'elles étaient hystériques ou juste parce qu'elles faisaient chier, voilà, elles faisaient chier leur mari, donc leur mari il l'expédie dans un asile, normal. Voilà, et puis même celles qui ont des soucis mentaux, hein, genre dépression, ce genre de choses, et ben en fait rien ne va être fait pour les soigner. C'est ça, en fait, oui, c'est ça aussi ce à quoi je m'attendais pas, c'est que en fait je m'attendais à voir des thérapies cheloues, vous savez, les électrochocs, ce genre de trucs, mais en fait il n'y a pas du tout de thérapie, il n'y a rien du tout. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, hein, évidemment, mais il n'y a rien qui est fait pour les soigner, ces femmes. C'était un truc horrible. Mais par contre, elles sont vraiment traitées de façon absolument terrible. Et donc Nelly Bly va bien raconter tout ça. Bon voilà, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que le livre il est très très court. Mais je suis très très contente. Voilà, c'était un cadeau de la copine Yasuna. Je suis très très contente de l'avoir lu. Et, et vraiment, je pense que c'est un livre à lire quand même pour comprendre un petit peu. Et puis pour voir un peu, bah voilà, pour en apprendre un petit peu plus sur Nelly Bly aussi, hein, c'est extrêmement intéressant, son personnage, enfin son personnalité. Ouais, non mais c'est clair, Steph, complètement, complètement. Voilà, mais oui, c'est vraiment très bien décrit, voilà, on s'attache en plus à certaines des patientes. Pourtant il est court, hein, le livre, mais on a le temps quand même de s'attacher un petit peu. Mais voilà, c'est dommage, c'était trop court même. Enfin, je sais pas, voilà, comme je vous dis, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, qu'il y ait un peu plus d'explications, que voilà. Mais bon, mais c'était très bien, c'était vraiment très bien. Alors, la liste des prétendants de Sonia Lali, voilà, comme je vous disais, hein, les quelques livres là qui vont être là, j'ai un peu du mal à les classer. En vrai, c'est les livres qui ont été qui ont été de très bonnes lectures, mais pas non plus, voilà, pas non plus des coups de cœur, mais sympathiques. Voilà, on va dire les livres sympathiques. Donc, la liste des prétendants de Sonia Lali, donc c'est une autrice indienne. Et on va suivre. Putain, je vais avoir oublié. Alors, tous ceux que j'ai lus début juillet, là, ça va être compliqué. Je vous avoue, parce que c'était il y a un mois et que du coup, j'ai oublié les prénoms, tout ça. C'est Raina. Il me semble que c'est Raina. Alors, en plus, dans La Perle et la Coquille, il y a Raima. Et là, c'est Raina. Comment ne pas s'en mêler les pinceaux? Je crois que c'est Raina. Putain. Si pendant tout le truc, je vais dire Raina alors que c'est pas ça, je suis dans la merdasse, donc on va vérifier quand même. C'est la liste des prétendants, pas la liste de mes prétendants. Alors. Ah merde, il me sort un film. Ah si, c'est bon. Raina. Ah, c'est bien ça, je me suis pas trompée. Donc, dans cette histoire, on va suivre... Putain, j'ai presque envie de fermer les trucs là, parce que ça me fait ramer. On va suivre donc Raina,
qui vit avec sa grand-mère. Alors sa mère, elle est encore en vie, hein, mais bon, elle est partie un peu faire sa life ailleurs, on va dire, pour des raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails. Et sa grand-mère se met absolument en tête, parce que je crois que Raina approche la trentaine, et sa grand-mère se met en tête de la marier, voilà, absolument, que voilà, c'est le truc, côté un peu patriarcal de l'Inde, hein, aussi, voilà. Ça se passe aux États-Unis, je précise, ça se passe pas en Inde, mais on est dans une famille, donc, de personnes indiennes. Et donc, elle va lui faire une liste de, d'où le titre d'hommes qui pourraient être des bons partis. Voilà, alors évidemment, c'est que des Indiens, hein. Et Raina va dire, bon, allez, ok, pour faire plaisir à sa grand-mère, alors qu'en vrai, elle n'a pas du tout envie de se marier, et même pas spécialement envie d'être en couple, quoi. Pour lui faire plaisir, elle va les rencontrer tous, voilà, donc des dates et tout, et sauf que, évidemment, à chaque fois, c'est catastrophique, hein. Et en fait, elle va faire un truc pas très cool, on va pas se mentir, Raina, c'est que elle va mentir à sa grand-mère en lui disant qu'elle est lesbienne. Parce qu'en fait, elle a une amie qui est lesbienne, avec qui elle passe beaucoup de temps et tout. Et du coup, en fait, je crois qu'elle va pas lui dire comme ça. C'est pas prémédité, en fait. C'est pas genre, ouais, je vais lui dire ça. C'est que, en fait, comme elle passe beaucoup de temps avec son amie lesbienne, sa grand-mère, elle va lui dire à un moment, bon, Raina, là, visiblement, voilà, il n'y a aucun mec qui te plaît. J'ai l'impression que t'es lesbienne, quoi. Et Raina, elle se dit, hey, mais en fait, est-ce que ça serait pas la solution pour qu'elle me foute la paix avec ces histoires de mariage, quoi. Et du coup, elle va lui dire ça, sauf que le problème, c'est que ça va se retourner contre elle. Puisque déjà, sa grand-mère, elle va être super ouverte d'esprit. Elle va dire, ok, super, du coup, il faut te trouver une femme. Et en plus, évidemment, ça va partir en couille parce que tout le monde, parce que la grand-mère, vous savez, les sociétés, voilà, les petits microcosmes comme ça indiens, c'est vraiment, tout le monde est au courant de tout. La grand-mère, elle va balancer à tout le monde que sa petite fille est lesbienne, et alors là, ça va être la cata. Bref, c'était assez drôle. C'était sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Il y a pas mal, voilà, il y a pas mal évidemment, en critique du patriarcat, de l'injonction au mariage, etc. Ça parle aussi un peu de la situation des personnes LGBT+ en Inde. Et voilà, du coup, c'était sympa, mais voilà, c'était pas non plus un coup de cœur, parce qu'après, ça reste léger. Finalement, c'est un peu de la chiclite, même s'il y a des beaux messages dedans, ça reste quand même assez chiclite. Voilà, voilà. Évidemment, il va y avoir une petite romance, tout ça. Bref. Voilà, ça reste assez classique. Il y a que l'originalité, c'est évidemment le côté, voilà, on apprend un peu plus sur la société indienne, et il y a un côté assez féministe dans l'histoire. Voilà, c'est sympa. Voilà, donc ouais, bonne lecture. J'ai passé un bon moment avec ce petit livre. Voilà. Ah oui, Jenny, c'est vrai que t'es partie en Malaisie. T'es revenue hier, mais t'es partie super longtemps en vrai. La vache. Parce que je crois que t'étais déjà... Il me semble que t'étais déjà en Malaisie quand moi j'étais en Sardaigne. T'es partie 1 mois, non? 3 semaines? Enfin bref, en tout cas, t'as de la chance. Ça devait être super cool, la Malaisie. Ensuite, donc bon, là c'est pas en Malaisie, c'est en Thaïlande. On n'est pas très loin. Avec Le Suspect de Fiona Barton. Pareil, voilà, ouais, ces 4 livres-là, c'est vraiment les 4, je savais pas trop comment les trier. Des bonnes lectures, mais en fait c'est ça, ouais, c'est bonne lecture, plaisante et tout ça, mais peut-être avec un manque de, un petit plus, un peu de profondeur, un peu de, voilà. C'était vraiment ça, ces lectures-là. Là, on va être dans un thriller domestique. En fait, on va suivre. Donc, il y a 2 jeunes filles qui sont parties en Thaïlande en mode sac à dos, quoi. Voilà. Le truc, c'est que elles vont disparaître. Et on va suivre là. Alors, c'est avec un personnage qui est récurrent, je précise quand même, mais bon, je pense que ça peut se lire en one shot, hein. C'est Kate, qui est journaliste et donc qui était déjà là dans La Veuve et dans La Coupure.
Donc il y a des références aux autres livres, mais c'est pas non plus... voilà, ça n'empêche pas la lecture. Kate, en fait, alors comment elle se retrouve là-dedans? Je crois que oui, parce qu'en fait l'affaire va faire grand bruit et donc son chef va lui demander d'intervenir là-dedans. Et en fait elle va contacter la mère de l'une des deux filles. Et au final, voilà, elle va suivre de près comme ça cette histoire. Donc on a un récit entrecoupé passé-présent. Donc le présent avec les filles qui ont disparu, le passé où on va suivre justement les filles dans leur périple en Thaïlande. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que donc on va découvrir, alors je spoile pas, hein, c'est vraiment vers le début, hein, mais que les deux filles n'étaient pas si amies que ça, parce qu'en fait à la base, donc alors comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié leur nom. Alex, ouais. Donc Alex, l'une des filles, était censée partir avec sa meilleure amie, sauf que sa meilleure amie va lui dire non, finalement je peux pas, j'ai pas les moyens et tout ça machin. Et donc c'est une autre fille qui va se greffer au truc en disant ben t'as qu'à me prendre moi, je veux bien partir avec toi et tout ça. Je crois que c'est Rosie son prénom. Et sauf que le truc c'est que bon, Alex va être un peu réticente parce qu'elles n'ont pas grand chose en commun. En fait elles se connaissent je crois via leurs parents, mais se rendent compte qu'elles ont pas, se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas les mêmes goûts et tout ça machin, et elle se dit est-ce que ça va le faire si je pars avec elle, mais bon elle a tellement envie de partir et elle peut pas partir toute seule, elle veut pas partir toute seule parce que c'est dangereux quand même, qu'elle va accepter. Et bon évidemment ça va pas se passer, rien ne va se passer comme prévu, puisque donc Rosie va être absolument relou parce que Rosie ne pense qu'à faire la fête et à coucher avec des mecs, alors que c'est son droit, hein, cela dit, mais c'est surtout le fait que bon, elle était censée suivre quand même Alex dans son périple, et en fait elle va, et surtout elle va commencer aussi un peu à se droguer et tout ça, bref, et Alex elle en peut plus parce que du coup elle peut pas faire ce qu'elle veut. Voilà, et on va comprendre petit à petit ce qui va se passer. C'était vachement bien. Coucou Manon, bah, j'espère que toi tu vas bien. Bisous Karine, bisous bisous, bonne nuit, merci d'être venue. Et voilà, donc c'était petit thriller domestique plutôt sympathique. Voilà, j'ai bien aimé le cheminement. En fait, c'est plus ce qui est intéressant dans ce livre, c'est plus la construction que le twist, parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment de twist en vrai. Oui, bien sûr qu'il va y avoir des révélations sur pourquoi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais c'était pas si étonnant que ça, c'était finalement dans la logique du truc en fait. Et d'un côté, c'est pas plus mal, je trouve, parce qu'au moins c'était réaliste. Voilà. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que Fiona Barton, elle va pas. Mais d'ailleurs, c'était un peu ça dans les autres livres, il me semble, hein. Fiona Barton, elle est pas là pour faire des twists à tire-larigot et des trucs qui seraient pas du tout crédibles au final, juste pour impressionner les lecteurs. Non, non, c'est logique. C'est logique, ça va de soi. Alors, il y a quand même pas mal de rebondissements. Il y a pas mal de rebondissements, hein. Il y a quand même des trucs, des mini-twists qui sont vraiment pas mal, j'ai trouvé, voilà. Donc ouais, ça se lit bien. Bah, c'est le livre qui m'a suivi pendant la Sardaigne. Donc il y avait celui-là sur ma liseuse et puis en audio, Le Pays sans adulte qui, lui, ça l'a pas fait, hein, voilà. Mais celui-là, ça a été bien pour lire sur ma liseuse. Bah, quand on rentrait le soir, qu'on était crevé, qu'on avait envie de se poser un petit peu et tout, de vaquer un petit peu à nos occupations. Bah voilà, moi je lisais un petit peu et au final, je l'ai fini dans le ferry d'ailleurs. Bah, je l'ai commencé dans le ferry à l'aller et j'ai fini dans le ferry du retour. Voilà. Voilà pour celui-ci. Il en reste 2. On passe donc au dernier, Taylor Jenkins Reid, Les Sirènes de Malibu. Donc c'était... Voilà, moi j'avais déjà lu, j'ai lu dans l'ordre, c'est bien, je crois que c'est ça, il me semble que c'est dans l'ordre. En tout cas celui-là, c'est le dernier, c'est sûr. Donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo, puis Daisy Jones and the Six, et enfin donc Les Sirènes de Malibu. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait ces 3 livres, qui sont tous des one-shots, hein, avec des personnages différents, ils sont liés l'un à l'autre par un personnage. Alors, il faut savoir que il y a un espèce de Taylor Jenkins Reid Cinematic Universe, un peu comme Stephen King en fait. C'est-à-dire qu'elle aime bien
mettre des personnages secondaires comme ça qui réapparaissent dans ses romans. Alors certains sont que dans 2 romans par exemple, etc. Et là il y en a un qui est vraiment dans les 3, c'est Mick Riva. Et donc à la fin, quand elle fait les remerciements, elle dit voilà pour ce dernier tome de la saga Mick Riva, qui est en fait pas le dernier tome, mais ça je vais le dire après. Et donc Mick Riva, c'est un des maris d'Evelyn Hugo, voilà. Et c'est aussi un personnage qui apparaît dans Daisy Jones and the Six, puisque c'est un chanteur. Donc je rappelle que Daisy Jones and the Six, c'est dans le milieu de la musique, et donc Mick Riva est un chanteur célèbre. Et là, il va avoir un rôle plus important, mais il reste quand même secondaire, hein, dans Les Sirènes de Malibu, puisque c'est le père des héros de l'histoire. Voilà, dans cette histoire, on va suivre une fratrie, donc deux filles et 2 garçons qui sont adultes, hein, qui sont donc les enfants de ce fameux Mick Riva, et qui sont tous surfeurs à Malibu, voilà, et bah, qui sont plutôt célèbres, en fait, surtout l'aîné, c'est surtout l'aîné qui est célèbre, Nina, puisque Nina a posé pour des publicités, etc., parce que bah, des gens l'ont remarqué parce qu'elle était super belle et qu'elle faisait super bien du surf. Et donc en fait, à force de célébrité, Nina donc a épousé un autre mec célèbre, et Nina organise chaque année, donc ça se passe dans les années 80, je précise, chaque année Nina organise une fête, voilà, et c'est la fête, c'est the place to be en fait, voilà, où il y a toute la jet set de Malibu et d'ailleurs. Et en fait, le truc c'est que dans cette histoire, donc on va suivre une ultime fête de Nina Riva qui va partir en live. Voilà. Et c'est trop bien. C'était vraiment génial. Donc le récit est entrecoupé de passages au passé où on raconte l'enfance des 4 Riva, hein, avec mais même avant l'enfance déjà l'histoire de leurs parents, de Mick Riva et donc de sa future femme, qui n'est pas Evelyn Hugo, hein. Du coup. Parce qu'en fait, oui, Evelyn Hugo s'est mariée 7 fois et Mick Riva, voilà, ça spoil un petit peu, mais bon, voilà, je suis obligée de le dire, il s'est pas marié qu'une fois. Bref. Et donc voilà, la rencontre des parents, etc. Et puis l'enfance, etc., etc. Et donc ça, on suit en parallèle, et donc la soirée qui va dégénérer petit à petit. Et ce qui est marrant, c'est qu'on suit plusieurs personnages, pas seulement les enfants Riva, on suit aussi d'autres personnages. C'était extrêmement intéressant, et c'était trop bien. C'était trop bien, elle est vraiment, j'adore cette autrice. Je suis absolument fan de cette autrice parce que, déjà, ces personnages sont tous super intéressants. Même ces personnages secondaires, elle arrive à leur insuffler une réelle personnalité qui fait qu'on s'attache ou on les déteste, ou voilà, mais ils ont quelque chose. Comment dire, merde, je cherchais le verbe. Bon, c'est pas grave. Bref, voilà, ils ont quelque chose, et ils ont une personnalité, et voilà, elle sait travailler ses personnages. Elle sait aussi travailler un peu sur le suspense, etc. Elle a une façon d'écrire vraiment qui est assez originale. Il y a beaucoup d'humour. Il y a souvent beaucoup d'humour dans sa façon d'écrire. Et en même temps du suspense, et en même temps du drame aussi. Et c'est riche. Voilà, c'est vraiment le terme adéquat dans des romans de Taylor Jenkins Reid, c'est que c'est riche. Il se passe plein de choses sans que ce soit... Il se passe plein de choses, mais sans que ce soit fouillis. C'est précis, c'est carré, tu comprends tous les personnages, qui ils sont, ce qu'ils font, où ils vont, etc. Leurs relations les uns avec les autres, et d'ailleurs elle aime bien mettre des relations emberlificotées comme ça, c'est vraiment excellent pour ça. Et voilà, je suis encore une fois ravie. C'est pas mon préféré, honnêtement. Mon préféré, ça restera Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais j'ai beaucoup aimé. Et alors, il y a un 4e tome de la saga Mick Riva qui est sorti l'an dernier aux États-Unis, qui s'appelle Carrie Soto is Back. Ouais, je crois que c'est ça. Carrie Soto is Back.
Et il se trouve que Kari Soto, c'est un personnage secondaire aussi dans Les Sirènes de Malibu. Et alors, qui est pas en relation directe avec Mick Riva d'ailleurs en plus, mais bon voilà, c'est un personnage secondaire dans Les Sirènes de Malibu, et donc il va être à l'honneur dans son dernier roman qui n'est pas encore traduit en France, et j'ai cherché est-ce qu'il va être traduit, bon je pense que oui, hein, mais je me jetterai dessus. Kari Soto, c'est une joueuse de tennis, voilà. J'aime bien parce qu'elle change de milieu à chaque fois, donc Evelyn Hugo, c'était le cinéma, Daisy Jones, c'était la musique, Les Sirènes de Malibu, c'était le surf, parce que pourquoi pas, mais bon, c'était un peu la jet set en général aussi, hein. Et là, donc, ça va être le sport, le tennis. Voilà, c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Voilà, pour celui-ci. Et enfin, le dernier, donc ma meilleure lecture de ces derniers temps. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Ma meilleure lecture, c'était La perle et la coquille de Nadia Hachimi, qui a été vraiment une excellente surprise. Oui et non, honnêtement, j'étais pas trop emballée par le pitch, bizarrement. Voilà, j'étais pas trop emballée par le pitch, mais je me suis dit, bon, allez. Et au début, même au début, j'étais en mode, ouais, bon, c'est pas trop passionnant. Vraiment, au début, j'étais pas à fond. Et après, ben, c'est devenu génial. Donc, en fait, on est à Kaboul, hein, en Afghanistan, et on va suivre Rahima. Ouais, c'est ça. Hein. Rahima, qui est une jeune fille, alors qui a pas mal de frères et sœurs. Que des sœurs, non, c'est ça. Oui, non, qui a pas de frères, justement. C'est ça l'intérêt, voilà. Oui, excusez-moi, je l'ai lu il y a pareil. Je l'ai lu il y a longtemps, c'était avant mes vacances, donc j'essaie de me rappeler. Elle est la dernière, elle est la Benjamine de 3 ou 4 sœurs, je sais plus. Quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que, ben, en Afghanistan, c'est mal vu de pas avoir de fils. Et surtout, il faut absolument que dans la famille, il y ait un fils, voilà, tout simplement, qui prenne un peu le... J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre un peu ce principe, surtout qu'après ça change avec la puberté, voilà, c'est vraiment que quand les enfants sont petits. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va désigner l'une des filles pour être le fils, voilà, et lui dire, bah, à partir de maintenant, tu vas t'appeler comme ça. Alors en général, c'est la masculinisation du prénom. Donc là, Rahima, elle va devenir Rahim. Et tu vas agir comme un garçon. Et donc, Rahima, nouvellement Rahim, va devoir jouer au foot avec les autres garçons, etc. Enfin voilà, elle va devoir faire dans la maison les tâches qui incombent à un fils. Et donc ça, c'était... Voilà, c'était... Alors, je précise que ça met un peu de temps à venir. En fait, le début, c'est vraiment beaucoup de présentation de la famille, etc. Voilà, et c'est pour ça que j'étais en mode, ouais, bon, c'est pas passionnant, mais en fait, après, voilà, ça commence à devenir... Alors, par contre, je sais plus comment le terme... Je sais plus le terme de comment on appelle... voilà, ces filles qui deviennent des garçons exprès. Je me souviens plus, mais bon, c'est pas grave. Et on va suivre en parallèle. Donc il se trouve que Rahima a une tante, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va lui raconter l'histoire d'une de leurs ancêtres, qui s'appelait Shekiba. Et Shekiba a eu un petit peu le même destin que Rahima, c'est-à-dire qu'elle aussi, alors pour des raisons différentes, elle a été obligée de devenir un homme à un moment. Et Shekiba, en fait, sa particularité, c'est elle a été défigurée. Elle a été gravement brûlée, alors que c'était une belle femme. Et malheureusement, elle va être beaucoup rejetée par la société à cause de ça. Et donc, on va raconter l'histoire en parallèle, donc l'histoire de Rahima et l'histoire de Shekiba. Et donc, il va y avoir, évidemment, c'est triste à dire, mais il va y avoir des histoires de mariage forcé, de violence, de choses comme ça. Mais c'était passionnant. Et surtout, il y a vraiment une partie que j'ai adorée dans ce livre, c'est toute la partie qui se passe à Kaboul. Parce qu'en fait, à un moment, c'est quand on suit Shekiba, c'est Shekiba ou c'est Rahima? J'ai un doute maintenant, merde. Non, je crois que c'est Rahima.
Oui, c'est Raïma, je crois. Putain, j'ai un doute. Oh là là, ça date, ça craint. Je crains vraiment. Attendez, j'essaye de me remettre dans le contexte du truc. Non, c'est Raïma, hein. C'est Raïma, un moment qui va devoir aller à Kaboul. Alors, je vous dis pas pourquoi, parce que ça spoil et tout. Et elle raconte ce qu'elle voit à Kaboul. Et en fait, le truc, c'est que, bon, elle vient de la campagne. Et en fait, à Kaboul, ils sont vachement plus modernes. Et donc, ça va parler de, justement, du Parlement, où il y a des femmes qui peuvent se présenter, etc. Donc, c'est quand même une évolution énorme et tout. Je rappelle qu'on est dans les années 2000, hein. Je précise, parce que malheureusement, maintenant, c'est fini. Voilà, puisque les talibans ont repris le pays. Donc là, c'était un moment où le pays était libéré des talibans. Et ouais, c'était très intéressant de suivre voilà, ce qui se passait à Kaboul, la situation des femmes là-bas, en comparaison avec la campagne où malheureusement les femmes étaient vraiment traitées comme de la merde. Elles portaient aussi la burqa et tout encore, hein. Donc, ah ouais, tu l'as lu, Laurence, t'avais aimé? Merci Sarah, oui, pour ton suivi. Donc voilà, un excellent livre que La perle et la copie de la coquille et la copie. La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Voilà, j'ai adoré suivre ces deux femmes, Raïma et Shekiba, dans leur destin de filles, de garçons, de femmes, de mères, etc. Elles ont tout fait. Elles ont tout fait et c'était ouf, c'était assez épique aussi. Ça a été très bien, je te remercie. Voilà, j'étais à la mer. Voilà pour... écoutez, c'est la fin de ce bilan lecture qui a été, ouais, plus ou moins en dents de scie, hein, finalement. Voilà, bon, après, c'est vrai que c'est vrai que c'était les vacances. J'ai pas eu énormément de temps pour lire. Je suis pas forcément non plus motivée pour lire tout le temps. Voilà, mais bon, je suis quand même contente voilà, d'avoir pu vous faire un beau bilan lecture. Un bilan de Lison Lazy aussi. Et donc, ben voilà, il aurait été, La perle et la coquille était dans mon top 3 hein, de mes lectures préférées de Lison Lazy. Et voilà, sur ce, en ce moment, alors qu'est-ce que je lis pour terminer cette vidéo? Coucou Steph, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est quoi ta super lecture d'Obiti? Ah, attendez, j'ai mon PC qui me fait n'importe quoi là. Est-ce que je peux sortir de là? Bon, tant pis, ça veut pas, c'est pas grave. Donc, en ce moment, qu'est-ce que je lis? Alors, j'ai presque terminé I'm Home de Livia. Donc, c'est un SP, c'est un service presse des éditions K-World, hein, vous savez, voilà. J'aime beaucoup cette édition. Et c'est très sympa. C'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'aime pas autant que Hong Kong Song. Mais j'aime beaucoup, voilà, il y a pas mal d'idées. Alors il y a des trucs qui m'ont un peu gênée, je vous en parlerai, hein. Il y a des trucs qui m'ont gênée, honnêtement. Mais dans l'ensemble, c'est une lecture plutôt pas sympathique. Et là, je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être un coup de cœur. Il s'agit de, j'en suis presque à la moitié, de Gros Tracas pour Charlie Vega de, je vais pas me rappeler l'autrice. Attendez. Gros Tracas pour Charlie Vega de Crystal Maldonado, voilà, qui est une autrice sud-américaine, enfin en tout cas d'origine, pas forcément sud-américaine, mais d'origine sud-américaine, donc latina, une autrice latina. Ça se passe aux États-Unis, hein, où on suit une adolescente en fait qui est très mal dans sa peau. Alors elle est aussi latina, très mal dans sa peau parce qu'elle est grosse et donc on va suivre un petit peu sa vie et ses relations avec les autres. Et franchement, je m'attendais pas à un truc de ouf, honnêtement. Je me dis, bah, ça va être mignon, ça va être sympa et tout. Franchement, je me régale. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humour. J'adore le personnage de Charlie Vega. Vraiment, j'adore son personnage. Il est très, très frais, très empouvoirant aussi. Voilà. Ouais, c'est clair, Steph. C'est clair, c'est clair. Oui, t'arrives à la fin, Steph, mais c'est pas grave. Enfin, l'autre Steph, du coup. Ah, La couleur de l'eau. Roman autobiographique de l'auteur qui est noir américain. Ah, ça me parle ça, La couleur de l'eau. Ça me parle de nom. Ok, ça intéressant. Ah, j'aime bien moi quand c'est justement quand c'est émouvant, mais qu'en même temps il y a des trucs joyeux dedans, ouais.
Donc voilà, pour mes lectures actuelles, en audio, attendez, en audio, je suis en train... Ah oui, mais j'ai à peine commencé. Je suis partie dans... C'est un Lisa Jewell. Je serai ton ombre? Non. Putain, je sais plus. Non, non, c'est... Putain, je sais même plus ce que je lis, ça craint. Un de ces derniers, là. Putain. J'ai honte de moi. J'ai honte de moi. Non, mais ça y est, ça m'est revenu. C'est rentre avant la nuit. J'ai même pas eu besoin de... Rentre avant la nuit. Voilà, je suis en train de lire ça. Et vous savez, je sais même pas de quoi ça parle. En fait, c'est simple. J'étais en mode, je sais plus du tout quoi lire. Lisons l'Asie, c'est fini. Là, le mois d'août, on avait dit que c'était un peu les lectures détente et tout ça. Du coup, voilà, pareil. Je suis allée fouiner un peu Audible. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de me faire un petit thriller domestique. Et c'est vrai qu'on avait dit autrice doudou. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que Lisa Jewell, alors j'ai pas tout aimé de ce que j'ai lu. Mais j'aime bien son style. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas se faire un petit Lisa Jewell. Et du coup, je suis partie là-dessus. Mais je commence à peine, hein, j'ai dû lire 2 chapitres. Donc, je sais même plus, je sais même pas... Je sais même pas de quoi ça parle encore. Enfin, voilà, pour vous dire. C'est vraiment à peine, à peine. Mais voilà pour mes lectures du moment. Et on va se retrouver... On va se retrouver quand? Au niveau YouTube. Parce que mardi, c'est ma palle. Donc, il n'y a pas d'enregistrement. Et ben on va se retrouver dimanche prochain, enfin en tout cas lundi plutôt je pense, puisque je posterai le lendemain, avec les sorties poches de septembre. Voilà, ça sera la prochaine vidéo sur YouTube. Donc je vous laisse YouTube et je vous dis à la prochaine. Bonne lecture. Miaou.